Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des œuvres de Platon, Hippias majeur. Hippias majeur, c'est l'un des dialogues philosophiques de Platon, écrit aux alentours de 390 avant Jésus-Christ. On dit du texte qu'il s'agit d'une de ses œuvres de jeunesse, car elle serait parmi les plus anciennes œuvres écrites de sa vie. Cette œuvre, Hippias majeur, elle aborde la question du beau. Mais il ne s'agit pas du beau au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, en tout cas pas tout à fait. Le beau pour l'époque, pour les Grecs, qu'on disait kalos, ça pourrait être traduit ici par toutes les choses dont on estime la valeur et l'excellence. Mais par souci de simplicité, c'est le mot français beau qui est utilisé depuis la traduction du grec. Donc l'Hippias majeur, c'est un des dialogues typiques de Platon, c'est-à-dire qui met en scène Socrate, qui va débattre avec un interlocuteur sur un sujet philosophique. En l'occurrence, ici, Socrate va discuter du beau avec Hippias d'Élis. Hippias, c'est un sophiste qui a réellement existé. Alors les sophistes, c'était des enseignants itinérants, réputés pour leur éloquence et leur capacité à enseigner la rhétorique. Mais ils étaient également critiqués pour le fait qu'ils étaient rémunérés pour enseigner la philosophie. C'est une critique qui est notamment émise par Socrate. En général, dans les récits platoniciens, Socrate, il est souvent positionné contre les sophistes. Alors, pourquoi cette quête de la définition du beau ? Chercher à comprendre le kalos revient à examiner les critères qui nous permettent de juger ce qui est beau, ce qui est estimable ou excellent. On va donc explorer comment Platon, à travers le discours de Socrate et de Hippias, se penche sur la quête de la définition du beau et la recherche des critères de valeur. Alors la scène introductive de Hippias majeur, elle débute par une simple rencontre entre Socrate et Hippias. D'emblée, Socrate il accueille Hippias en le qualifiant de beau et savant. Cette salutation elle est empreinte d'ironie parce que Socrate il connaît la réputation d'Hippias. Il le connaît pour la sagesse qui lui serait attribuée, mais aussi pour son affiliation aux sophistes, que Socrate est connu pour critiquer. Pour Socrate, les sophistes sont en quelque sorte des marchands de savoir, qui se rémunèrent par l'enseignement de la philosophie. Et pour Socrate, se rémunérer pour enseigner la vertu, pour enseigner la philosophie, n'a aucun sens, car la vertu doit être établie par les lois de la cité, et non pas par l'enseignement comme ça au niveau individuel. Alors au cours de ce dialogue, Socrate il va se mettre dans la peau d'un interlocuteur anonyme. Donc il y a Socrate, l'interlocuteur anonyme créé par Socrate, et puis Hippias. Et ensemble, et en tout cas c'est Socrate qui va pousser la discussion, ils vont s'interroger sur ce qu'est le beau, la nature du beau. Cette approche de questionnement de l'interlocuteur, elle est caractéristique de la méthode socratique. C'est ce qu'on appelle la maïeutique socratique, c'est-à-dire que Socrate, il va essayer de faire accoucher de la vérité son interlocuteur. Donc la quête de vérité pour Socrate, elle passe par une série de questions et de réponses qui vont explorer et pousser les concepts et les idées des interlocuteurs. Vous allez voir que Socrate, il propose une idée du beau qui ne peut se réduire à des exemples particuliers, mais qui doit être comprise en tant que concept abstrait et universel. Ça, c'est vraiment la quête de la vérité platonicienne, la quête de la vérité socratique. Et c'est pour ça que, pour Socrate, trouver une vérité, ça demande une réflexion profonde et un examen complet pour accéder à la réalité des choses. Et vous allez voir qu'Hippias, il n'a pas du tout la même vision des choses que Socrate. Alors, Hippias, il va proposer plusieurs définitions du beau par rapport à la question que lui pose Socrate sur qu'est-ce que le beau ? Hippias, il va donner 3 réponses. La première réponse d'Hippias, c'est que le beau, c'est une belle vierge. Alors, il faut entendre par belle vierge, belle jeune fille. Donc Hippias, il dit que le beau, c'est une belle jeune fille. Mais Socrate, il lui dit que ça pose problème. Ah oui, il lui a demandé ce qu'est le beau, pas ce qui est beau. Il lui dit qu'on peut reconnaître aussi de la beauté dans une marmite. C'est pas pour autant que la marmite est le beau. Donc en fait, sa première réponse, elle n'est pas satisfaisante pour Socrate. Ici, Socrate, il met en avant que le beau, c'est une qualité en soi, et que certains objets partagent cette qualité. Mais c'est pas parce qu'on trouve ces objets qu'on définit ce qu'est le beau. Alors, Hippias, il lui propose une seconde définition. Il lui dit que si le beau, ce n'est pas une belle vierge, le beau, c'est l'or. Bah oui, puisque
tout ce qu'on recouvre d'or est beau. Mais là aussi, Socrate, il n'est pas satisfait. Le beau, ça peut pas être une couche d'or qui permet de recouvrir les objets, puisque là encore, le beau se trouve ailleurs. C'est une qualité commune partagée par d'autres objets qui, eux, ne sont pas recouverts d'or. Il y a d'autres objets qui ne sont pas en or et qui pourtant sont considérés comme beaux. Hippias, il est embêté. Il va proposer une troisième définition, parce qu'il pense avoir compris ce qu'est le beau. Il pense que Socrate, il semble vouloir mettre un nom sur ce qui n'est pas laid en aucun temps, en aucun lieu et en aucun homme. Alors Hippias, il se dit que le beau, et c'est sa troisième proposition, sa troisième définition, ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est d'être riche, bien portant, honoré par les Grecs, de parvenir à la vieillesse et d'avoir fait de belles funérailles à ses parents morts, de recevoir de ses enfants de beaux et magnifiques honneurs funèbres. Donc en gros, l'ultime définition d'Hippias de ce qu'est le beau, c'est que le beau, c'est la vie heureuse. C'est une définition qui est puissante de la part d'Hippias. Mais Socrate, là encore, il n'est pas satisfait. Cette définition du beau que propose Hippias, elle ne s'applique qu'aux hommes. La beauté prise en ce sens, elle serait belle pour le commun des mortels, mais laide pour la race des héros, par exemple, qui accomplissent des choses extraordinaires, et pour qui le beau est différent. Donc, pour Socrate, ça marche toujours pas. Et là, on voit quelque chose de très important et de très fondamental lié à Hippias majeur, c'est que ces réponses, les réponses d'Hippias, elles illustrent une confusion générale et qu'on retrouve dans les réflexions, entre l'essence du beau et là où on retrouve le beau. Hippias, il se focalise sur des exemples concrets de beauté, plutôt que sur une définition générale. Donc ça montre à quel point c'est difficile de saisir le concept abstrait du beau. La confusion d'Hippias entre l'essence et l'apparence du beau, c'est un élément très fondamental à comprendre dans l'Hippias majeur. Puisque, en se concentrant sur des exemples spécifiques, Hippias ne parvient pas à distinguer ce qui rend une chose belle en son essence de ce qui peut sembler beau en sa surface, son apparence. Et puis les réponses d'Hippias, elles reflètent également une approche rhétorique de la philosophie. Il choisit des exemples susceptibles de plaire à un auditoire, susceptibles de susciter des éloges, mais pour Socrate, cette approche, elle est sophistique. Cette approche, elle est typique des sophistes. En se concentrant sur des réponses qui semblent flatteuses ou populaires, Hippias y met plutôt en avant son habileté à persuader plutôt que sa recherche véritable de la vérité. Et pour Socrate, la philosophie, c'est avant tout une quête de la vérité. C'est donc au tour de Socrate de proposer une définition du beau après les tentatives estimées ratées d'Hippias. Alors Socrate, il avance une première proposition intéressante en suggérant que le beau, c'est ce qui convient. Donc cette idée de dire que le beau, c'est ce qui convient, elle soulève une relation entre ce qui est convenable, ce qui est bon et ce qui est beau. Pour Socrate, il y a une corrélation, un lien entre ces concepts. Mais il est essentiel de les clarifier pour comprendre comment ils interagissent. Pour Socrate, l'exploration de la beauté, donc comme on l'a dit, elle doit aller au-delà de la simple apparence ou de la séduction. Donc il estime que la beauté, elle est étroitement liée à ce qui est convenable et ce qui est bon. Socrate il dit aussi que la beauté semble être à la fois la cause et l'effet de ce qui convient. Autrement dit, ce qui est beau peut être la cause donc, de ce qui convient, mais en retour, ce qui convient peut également engendrer de la beauté. Par exemple, un champ magnifique, quelque chose entendu comme beau, va nous donner envie d'y faire un pique-nique. C'est un endroit qui convient au pique-nique. Et le fait de faire un pique-nique va créer du beau, de la valeur qui peut s'estimer. Alors, cette réflexion, elle amène donc à considérer la beauté comme une qualité intrinsèque des choses qui conviennent. Les choses qui conviennent sont belles en elles-mêmes, mais aussi comme quelque chose qui émane de cette harmonie. Donc, on voit une première tentative de définition du beau par Socrate, qui est une vision qui se rapproche d'une définition très esthétique du beau. Mais Socrate, il ne s'arrête pas là. Il va continuer sa réflexion sur le beau en proposant d'autres définitions. Il dit ensuite que le beau, c'est comme l'utile. En gros, tout ce qui est beau est utile à quelque chose. Mais il y a un problème à dire que le beau est comme l'utile. Parce que tout ce qui est utile ne participe pas à faire le bien.
On peut faire du mal pour servir l'utile, lors de conflits par exemple, pour gagner une guerre. Il faut pouvoir renverser l'ennemi, ça coûte généralement des vies humaines, c'est pas quelque chose de bien, mais d'un point de vue utilitariste, dans un conflit, c'est lié à l'utile. Mais on ne pourrait pas dire que c'est faire le beau que de faire la guerre. Cette définition, elle ne convient donc pas à Socrate, à Platon, car on ne saurait faire de mauvaises belles choses, ça n'aurait pas de sens. Et donc il propose une troisième définition, plus fine, de dire que le beau, c'est comme l'avantageux. C'est-à-dire que le beau, c'est l'utile, mais l'utile appliqué à de bonnes fins, pour de bonnes choses. Le beau, c'est comme l'avantageux. Cette définition, elle suggère que la beauté, elle est très liée à la notion d'utilité, mais aussi très liée à la notion de bénéfice. On pourrait se dire, par exemple, que faire un bon repas pour sa famille est quelque chose de beau. À la fois, c'est utile parce qu'on se sustente, et à la fois, c'est positif puisque ça rend heureux sa famille. Mais cette définition du beau comme l'avantageux, là aussi, elle soulève des problèmes de logique. Et d'ailleurs, sa définition de l'utile aussi. Si le beau est défini comme ce qui est utile ou si le beau est défini comme ce qui est avantageux, ça peut conduire à des jugements subjectifs. Parce que ce qui est utile ou avantageux peut varier d'une personne à une autre. Donc ces définitions, elles sont aporétiques, elles soulèvent des questions sur vraiment les limites de la beauté. Est-ce qu'on peut véritablement définir ce qu'est le beau ? C'est là que Socrate il va aborder une ultime proposition de définition de ce qu'est le beau. Il dit que le plaisir des sens est source de beauté. Il dit que le plaisir vient de la vue et de l'ouïe, et que c'est la source du beau. Alors, il va quand même dire qu'il faut faire une distinction entre les plaisirs nobles et les plaisirs bas. D'après Socrate, il y a les plaisirs nobles d'un côté qui sont liés à la contemplation intellectuelle et à la vertu, qui eux peuvent être source de beauté, tandis que les plaisirs bas, liés aux désirs matériels et aux passions, comme le sexe par exemple, ne le sont pas. C'est une distinction intéressante de Socrate puisque ça soulève des questions sur la hiérarchie des plaisirs et la nature du plaisir en relation avec la beauté. On pourrait presque y retrouver une réflexion ici épicurienne. Donc, pour Socrate, le beau, ce serait le plaisir de l'ouïe et de la vue appliqué à des choses intellectuelles ou vertueuses. La discussion sur ces réponses de Socrate en tout cas, elle met en évidence la complexité de la recherche philosophique pour une simple question qu'est-ce que le beau ? Hippias, à la fin de l'échange, il est saoulé de la complexité que prend l'échange avec Socrate et il le réprimande sévèrement et l'encourage vivement à adhérer définitivement à l'opinion commune selon laquelle la beauté, elle réside avant tout dans la capacité à briller en société. Donc on voit là qu'il y a un côté très humoristique dans le texte, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres textes platoniciens. Donc en conclusion, on peut dire que le dialogue d'Hippias majeur de Platon, il nous plonge dans une exploration assez profonde de la nature du beau, tout en mettant en lumière les défis philosophiques et de conception qui y sont associés. À travers les échanges entre Socrate et Hippias, on y aborde plusieurs tentatives de définition du beau sans vraiment aboutir à une réponse réelle. Ça, en philosophie, c'est ce qu'on appelle une aporie. C'est très important à comprendre. C'est un texte dit aporétique. Une aporie, c'est donc une impasse dans un raisonnement ou dans un discours, en particulier lorsqu'il s'agit d'une question complexe ou paradoxale. L'aporie, c'est ce qui se produit lorsque, malgré une réflexion approfondie, il semble impossible de parvenir à une réponse claire ou à une résolution satisfaisante pour un problème donc philosophique donné. C'est quelque chose de très typique des textes platoniciens, l'aporie, en tout cas des textes platoniciens qui mettent en scène Socrate, puisque Socrate il fait très fréquemment des apories, il aboutit très fréquemment à des apories. Et puis on notera aussi que tout au long du texte, Socrate il joue avec la figure d'un interlocuteur anonyme qui fait discuter avec Hippias. Donc il y a un côté scénique et théâtral très fort qui rend le texte très comique et très vivant. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo sur l'Hippias majeur qui aura essayé d'examiner et de comprendre ce qu'est le beau. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous retrouve pour de prochaines vidéos.